Bien, bonsoir. Dans l'actualité, l'Union des magistrats du Sénégal qui décrit la liberté conditionnelle accordée à certaines célébrités, l'UMS qui dénonce le caractère unilatéral de la décision de la chancellerie. La démolition d'une partie du marché Yarem de Guédiawaye, le maire de la localité, mène une médiation entre promoteurs et commerçants touchés par cette opération de déguerpissement d'il y a 72 heures. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui donnent 48 heures aux forces de police pour quitter le campus. L'arrêt des cours marque le début d'un plan d'action graduel. Le focus de ce soir sur les langues maternelles, c'est aujourd'hui la journée internationale qui leur est consacrée. Liberté conditionnelle qui provoque l'ire des magistrats du Sénégal, l'UMS qui dénonce la non-implication de la commission de l'aménagement des peines dans cette décision. Maître Ousmane Seye qui souligne que toute personne impliquée dans une procédure en cours ne peut d'ailleurs pas en profiter ou en bénéficier pour être exact. Voici ses explications. Maître Ousmane Seye fait le même constat que l'Union des magistrats du Sénégal qui dénonce la libération conditionnelle de personnes célèbres. La libération conditionnelle est très bien encadrée par la loi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec certaines libérations qui viennent d'être faites, qu'on a pris un peu de largesse par rapport à la loi. Il n'est pas dit, d'après la loi, que telle personne est condamnée, elle est célèbre, donc automatiquement, elle doit bénéficier de la libération conditionnelle. C'est injuste. Injuste parce que toutes les personnes sont égales devant la loi et que la libération conditionnelle doit répondre à des critères définis par cette même loi. C'est le ministre de la Justice, mais sur proposition d'une commission. Et dans cette commission, le procureur de la République siège, le régisseur siège, le gouverneur de la région dans laquelle la personne est condamnée doit effectivement siéger au niveau de cette commission. Maintenant, si la commission donne son avis, le ministre de la Justice, effectivement, peut accorder la liberté conditionnelle. Le juriste soutient toutefois que la loi ne fait pas de différence entre les délits. Condamnés à mort au Sénégal, ceux qui sont condamnés à une peine perpétuelle peuvent bénéficier de la libération conditionnelle. La loi ne distingue pas entre les délits. Alors, quel que soit le délit commis, quel que soit le crime commis, la personne peut bénéficier de la libération conditionnelle à condition qu'elle ait purgé la moitié de la peine, à condition que la peine soit devenue définitive et sous réserve effectivement de l'avis de la commission et avec l'assistance d'un comité d'assistance. Maintenant, les conditions pour obtenir la liberté conditionnelle, il faut que la décision soit définitive. Vous ne pouvez pas obtenir une liberté conditionnelle alors que votre affaire est pendante devant la cour d'appel ou bien devant la cour de cassation. La procédure contre certaines de ces personnes est toujours en cours. C'est pourquoi l'UMS qualifie d'illégale leur libération conditionnelle. Nous restons avec l'avocat au sujet de la demande du Parti démocratique sénégalais, demande adressée au procureur spécial de la CREI, demande d'enquêter sur les patrimoines de Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et Ahmad Dansoko. Il rappelle là les limites de la loi à ce sujet. La loi sur l'enrichissement illicite a été votée en 1981 par le président Abdou Diouf. Cette loi concerne aujourd'hui, au moment où je vous parle, ceux qui sont visés sous le régime d'Abdou Diouf, sous le régime de Senghor d'abord, sous le régime d'Abdou Diouf, sous le régime d'Abdoulaye Wade et même sous le régime actuel de Michel Macky Sall. Donc cette loi n'est prescrite que quand le procureur spécial a délaissé à la personne suspectée une mise en demeure pour lui demander de prouver l'origine licite de ses biens dans un délai de 30 jours. Cette loi ne concerne pas seulement ceux qui ont géré sous le régime d'Abdoulaye Wade, et cette loi mieux ne concerne pas seulement les hommes politiques. Cette loi concerne les notaires, les magistrats, tous ceux qui ont un mandat électif et tous ceux qui gèrent des deniers publics. Donc il ne faut pas réduire le champ d'application de cette loi, il faut vraiment voir
son application. Le marché Ndiarème de Guédiawaye retour sur l'opération de déguerpissement d'il y a 3 jours. Sur place, les stigmates avec des commerçants toujours sous le choc, mais surtout dans l'attente d'être recasés. Mardieng et Memouna Ndiaye. Ils font partie des 103 commerçants déguerpis du marché Ndiarème. Désemparés, ces ex-occupants ne savent où donner de la tête. Nous sommes au chômage forcé. Nous n'avons pas où aller. C'est ce qu'on vit tous les jours depuis la démolition de cette partie du marché. La plupart de ces commerçants ont fait plus de 30 ans dans ce marché. Ils se désolent. Hier, j'ai jeté une bonne quantité de fruits pourris. Je n'ai pas un endroit où les conserver. Je suis allé à la préfecture ce matin pour avoir plus d'éclairage, mais aucun résultat. On m'a juste dit que le préfet est en réunion. Du côté des riverains, ils sont unanimes à déplorer la décision du préfet de ce département. Cette démolition ne fait pas notre affaire. Nous, riverains et restauratrices, nous n'avons plus de clients. J'habite en face de la surface démolie. Vous voyez tous ces commerçants au chômage. On faisait avant des navettes dans le quartier pour acheminer des marchandises, mais on ne voit plus personne. Au total, une superficie de 2100 mètres carrés est libérée au profit d'un promoteur privé, selon nos sources. D'ailleurs, le site est déjà clôturé, la sécurité renforcée. Une partie de ce marché donc a été détruite. Le maire de la localité tente une médiation entre le promoteur de ce site et les victimes de cette opération de déguerpissement. Voici Cheikh Sarr. Les commerçants du marché Ndiarème constituent en fait des partenaires de la ville de Guédiawaye. Et depuis des années, nous sommes en train de travailler à faire la médiation entre le propriétaire de ce terrain-là et ses commerçants. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est que les intérêts des commerçants soient préservés, dans le sens où ils ont une activité économique sur place, même si c'est une décision de justice qui donne en fait l'appartenance de cette parcelle à une personnalité, à un homme d'affaires. Nous, notre rôle a toujours été de faire la médiation entre le propriétaire et les commerçants. D'ailleurs, nous le faisons tous les jours avec les responsables de l'UNACOA, du département de Guédiawaye, mais aussi les responsables de l'UNACOA du marché Ndiarème. Le promoteur, celui à qui appartient cette parcelle-là, veut faire un centre commercial. On continuera à négocier avec lui pour que les commerçants qui étaient effectivement là-bas puissent continuer à bénéficier de ces cantines. La Cité des Eaux à présent avec cette manifestation nocturne hier des populations qui s'insurgent contre les canaux d'évacuation des eaux qui se déversent dans les domiciles. L'Office national de l'assainissement du Sénégal a aussitôt réagi, mais la solution a été très éphémère. Les habitants du quartier veulent une réponse définitive à ce problème et menacent même de passer à la vitesse supérieure. Mardieng Daodosow. Les eaux se sont retirées, mais la hantise de revivre la même situation est toujours présente. Les populations de la Cité des Eaux ont manifesté dans la nuit pour dénoncer les eaux usées qui envahissent leurs concessions. Hier, vers les coups de 20h, 21h, nous avons les populations de la Cité des Eaux étaient sorties en masse, bloquer l'avenue Bourguiba. C'était pour protester contre les eaux. Les eaux usées après nos manifestations, la police était là. Ils ont fait appel au service de l'ONAS qui sont venus avec 2 camions. Ils ont fait un peu le curage des eaux. C'est pourquoi l'eau est un peu descendue. Dans les maisons comme dans les rues, le constat est le même. Des canaux et lavabos bouchés. Une situation qui peut avoir des conséquences néfastes, selon ces riverains. Pour sortir de chez nous, il fallait qu'on mette des briques pour marcher dessus. Ces eaux usées ne sont vraiment pas bonnes pour notre santé, car elles dégagent une odeur nauséabonde. Si nous, jeunes, on résiste, les enfants ne vont pas résister à ces maladies. Il y aura des diarrhées, il y aura des vomissements. Bien sûr, on est obligé d'aller à tout moment à l'hôpital. Toujours très remontés, les habitants de la Cité des Eaux ne comptent pas rester les bras croisés. Ils menacent d'envahir à nouveau la rue, si rien n'est fait. Nous entendons bloquer l'avenue Bourguiba, ne serait-ce que 24 heures pour entraver la circulation sur cette grande avenue-là. Parce que nous savons que l'avenue Bourguiba est tellement
est tellement fréquenté par les automobilistes. Peut-être que si une fois que nous le bloquerons, nous obtiendrons satisfaction à partir de là. Selon ces populations de la localité, la cohabitation avec les eaux usées date de plusieurs années. Elles en ont assez, disent-elles, et veulent être épargnées de ces eaux, une bonne fois pour toutes. Le tic-tac déclenché à l'université de Dakar, les forces de police ont 48 heures pour vider les lieux, 48 heures pour quitter le campus universitaire. Les étudiants ont fixé cet ultimatum et se retroussent les manches. Ils ont cessé les cours et n'entendent pas s'en arrêter là. Alioune Diagne, Cheikh Abdou Kadir Mbakesek. Tant qu'il y aura les éléments du GMI au sein du campus, il n'y aura pas de cours. Voilà le mot d'ordre des étudiants. Juste à quelques mètres de leur rassemblement, un impressionnant dispositif policier les assiège. Nous ne pouvons pas accepter de cohabiter avec ces forces de l'ordre. C'est pourquoi nous lançons un ultimatum de 48 heures. Si jamais ces forces de l'ordre continuent à squatter nos campus sociaux, si jamais ces GMI continuent de squatter nos campus pédagogiques, nous allons réagir. Et je pense que tous les étudiants, toutes les sensibilités vont se réunir pour chasser ces forces de l'ordre hors de nos espaces universitaires. Au bout de cet ultimatum, ces étudiants comptent revenir à la charge. Pour l'heure, pas de cours dans les facultés, écoles et instituts. En tout cas, nous désertons les amphis. Nous désertons les amphis. Je pense que l'université Cheikh Anta Diop a été assez en retard. Nous, étudiants, nous avons été compréhensifs pour essayer de sauver l'année universitaire. Mais je pense qu'actuellement, les autorités nous appellent vers une année blanche. Nous, étudiants, nous avons décidé d'étudier. Nous avons décidé de stabiliser l'espace universitaire. Nous avons décidé de taire nos querelles avec les autorités universitaires et les autorités gouvernementales. Mais actuellement, je pense qu'on ne peut pas négocier la paix avec un sabre à la main. Entre autres revendications, ils exigent le paiement des bourses. Avec beaucoup de retard dans le démarrage des cours, l'année académique risque d'être perturbée. Le focus de ce soir à présent consacré aux langues maternelles à Dakar. Dans la plupart des foyers, Molière prend le dessus sur Kotch, un choix délibéré pour certains parents, ce pour consolider, disent-ils, les acquis de l'école. D'autres sont plutôt partagés là-dessus. Le français à l'école, le français à la maison, nombreux sont les parents qui n'utilisent que cette langue pour communiquer avec leurs enfants et ce, au détriment des langues maternelles. La raison est toute simple pour ce père de famille. On est du produit de l'école française. Aujourd'hui, la tendance au niveau des maisons, c'est de parler aux enfants le français pour pouvoir au moins gérer un suivi au niveau de leur éducation. Bon, et vous allez en France. La tendance, c'est quoi? Les enfants vous parlent français. Vous n'irez pas en France et puis quand les enfants voyagent, vous ne les entendrez pas parler Wolof. Vous allez dans les pays limitrophes aussi, vous n'entendrez pas les gens parler Wolof. C'est compréhensible. Je le dis et je le répète, on est du produit de l'école française, certes. La tendance aujourd'hui est d'aider les enfants à parler français, aussi bien à la maison qu'au niveau des maisons, à la maison qu'au niveau de l'école. D'autres parents ne sont pas d'accord avec cette pratique. C'est à la limite abandonner sa culture, selon eux. Je trouve cela anormal. À l'école, oui, les enfants peuvent parler français, mais à la maison, les parents doivent communiquer avec eux en utilisant la langue maternelle. Maintenant, si en plus de la langue maternelle, l'enfant maîtrise une autre langue, tant mieux. Là, je me dis que c'est la faute aux parents, parce qu'arriver à la maison, ils peuvent parler leur langue, parce que c'est très important. Mais à l'école, c'est tout à fait normal que les enfants parlent français. En cette journée mondiale de la langue maternelle, fort est de constater qu'il reste encore beaucoup à faire dans les maisons sénégalaises pour la promotion de la langue maternelle. Ce 21 février est la journée consacrée à la langue maternelle. Je vous en parlais déjà hier. La direction de l'alphabétisation et des langues nationales qui lance Élan à l'occasion. Élan, école de langue nationale. Déjà une vingtaine de langues déjà codifiées. Diafaraba Maïmouna Ndiaye. Le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Mandeng, le Diola et le Soninké, 6 langues déjà identifiées pour accompagner le projet École et langue nationale. Nous avons 21 langues qui sont codifiées, mais nous avons 6 grandes langues qui seront introduites dans les apprentissages au niveau des écoles. Les programmes touchent toutes les régions, les 14 régions, et partout nous avons des langues
différentes. Le lancement du projet coïncide avec la 8e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. 30 classes pilotes pour 14 100 apprenants. C'est un programme pilote. Et nous avons le Wolof d'abord pour ces 30 classes. Les 10, c'est en Wolof. Et le reste, ce sera dans les langues que je viens de citer, les 6. À l'ouverture des classes, automatiquement, on envoie une équipe sur place pour le suivi et évaluation. Mais aussi, il y a une évaluation qui se fait au niveau local, au niveau des IA. La journée internationale de la langue maternelle sera célébrée ce vendredi sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, un centre pour la production des langues nationales sera inauguré le même jour à Dakar. À Kolda, le sous-secteur de l'alphabétisation est en léthargie. On note un taux d'analphabétisme de 58%, 150 centres pour 6 994 apprenants. Abdoulaye Diallo. Le sous-secteur de l'alphabétisation à Kolda compte 152 centres pour 6 994 apprenants, dont 6 645 femmes. Les programmes de l'alphabétisation polarisent 26 opérateurs. Malgré ces dispositions, le sous-secteur de l'alpha est dans la léthargie depuis quelques années. Depuis quelques années, les programmes d'alphabétisation du non formel en général se sont raréfiés, pour ne pas dire qu'il n'y avait presque plus de programmes, surtout du côté de l'État. Alors, à cela maintenant s'est ajouté, avec le redémarrage des nouveaux programmes comme le PNEDJA, financé dans le cadre donc du PCI. Les opérateurs privés en alphabétisation n'apprécient pas l'approche de l'État dans le cadre de cet enseignement-apprentissage. Tous les opérateurs dans la totalité, aucun n'apprécie l'approche de l'État dans le cadre de l'alphabétisation. Il n'y a que des projets qui leurs partenaires les exigent d'introduire l'alphabétisation pour la pérennisation de ce qu'ils sont en train de faire. Mais l'État ne fait pas ça. L'État a boycotté l'alphabétisation. Les femmes occupent une bonne place parmi les bénéficiaires des enseignements dispensés en langue locale. Elles lancent un appel à l'endroit des autorités afin que le sous-secteur de l'alpha soit redynamisé. L'appel que nous, femmes monde rural, lançons à l'État, on avait alphabétisé les enseignants, soi-disant qu'ils vont intégrer les langues nationales dans les écoles, et c'était une meilleure façon d'apprendre les gens. Mais malheureusement, que jusqu'à présent, c'est des promesses. C'est regrettable. Malgré le taux de 58% d'analphabètes au Fouladou, la mise en œuvre effective du programme École et langue nationale, qui est présentement en phase d'essai, pourrait bien booster les enseignements apprentissages de l'alphabétisation à Kolda. Cheikh Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous parlez de football pour démarrer cette page de sport. Et avec beaucoup de Ligue 1, la 9e journée du championnat de Ligue 1 Orange qui a fini hier avec le succès du Jaraaf 2-0 face à Yego, les protégés d'Abdoulaye Sarr qui renouent avec l'efficacité après le 0-0 concédé ce week-end en Coupe d'Afrique face aux Ghanéens de Diwof. Compte rendu de ce match signé Chersadibou Diarra, Fatou Kinedem et Paprali Ndiaye. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir le match se débrider. Jaraaf campe devant les buts de Yego et finit par ouvrir le score à la 53e minute par Ibrahima Souri Souman. La bande à Siredia ne s'arrête pas là. Baba Kébé double la mise à la 69e minute au terme d'une chevauchée. L'efficacité est de retour. La première mi-temps était catastrophique pour nous. Mais à la mi-temps, on a aussi voulu dire la vérité aux joueurs. Que vous n'avez pas en tout cas répondu à l'attente des gens au plan technique, au plan tactique. Mais il faut vous reprendre et essayer de remettre l'organisation et de vous appliquer. Parce que je pense qu'il y a un défi physique que Yego voulait imposer, il ne faut pas leur suivre sur ça. Nous on a un style, revenez à ses bases. Je pense qu'ils l'ont assez bien compris et dès la reprise, ils ont essayé de jouer plus technique et plus rapide en allant devant. Le reste de la partie est à sens unique. Jaraaf domine et se crée de multiples occasions sans parvenir à aggraver la marque. Score final 2-0 en faveur des protégés d'Abdoulaye Sarr. Néanmoins, ce dernier reconnaît qu'il y a encore du boulot. Le problème de la finition se pose avec acuité depuis des années. Le meilleur buteur totalise combien de buts? Mais chaque fois, c'est le meilleur buteur qui part à l'étranger. Il faut encore penser à la formation. L'autre jour, si je l'ai dit, je le dis peut-être en connaissance de cause.
Il y aura toujours du bon, du moins bon. C'est pourquoi j'appelle toujours à une remise en question. Et vaincu après 9 journées, Jaraaf pointe à la 3e place du classement avec 14 points, alors que Yego reste lanterne rouge avec 6 points. Fatou Kinedem, merci. Du côté de Diourbel, Djambar a partagé les points après le match nul, 1 but partout face à la Sunéor. C'est une correspondance signée Mohamed Jodiop à l'Assemblée. Tout s'est joué en première mi-temps dans ce match entre la Sunéor de Diourbel, 11e au coup d'envoi, et Djambar de Saly, 6e. Les académiciens revanchards, après une élimination en Coupe d'Afrique, mettent d'entrée de jeu le pied sur le ballon. Une légère domination qui conduit à une ouverture du score dès la 10e minute de jeu par Arfan Dafé, très remuant. Après quelques actions tranchantes, la Sunéor égalise à la 32e minute de jeu. Rien ne sera plus marqué jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre de la CRA de Dakar. Ceux qui ont joué au match de la Coupe, il y en a 3 qui ont joué. Donc, dans la tête, ceux qui ont joué, c'est les titulaires, ils veulent jouer. Donc ils ne sont pas affectés. Ce qu'on n'a pas eu, c'est qu'on n'a pas été saignant à des moments donnés. On a eu de bonnes occasions, on a eu de bonnes opportunités. Peut-être que voilà, c'est une équipe qui manque de vitesse par rapport aux autres qui ont joué. On a mis 8 titulaires dehors, mais bon, ça fait partie du turnover chez nous. Et que ce qu'on a fait au Burkina, on a tourné la page. Là, on est sur une autre réalité, plus difficile. Je pense que les matchs qu'on a joués en Coupe d'Afrique sont moins difficiles que ce qu'on fait au Sénégal. Si on compare l'intensité et l'impact physique. Donc voilà, on doit améliorer notre contenu, on doit améliorer notre efficacité. Aujourd'hui, on n'a pas été peut-être plus efficace dans la dernière passe, plus efficace dans la dernière tir adverse. Okay. Du côté de la Sunéor de Diourbel, on capitalise, surtout après une semaine polémique. Quand nous perdons 2 points, nous gagnons à l'extérieur. C'est un championnat, rien n'est perdu. Que vous gagnez ici, l'essentiel c'est de ne pas perdre, c'est de marquer des points au fil du temps. Et je crois que, puisque l'objectif c'est de rester en premier, et là, je crois qu'il n'y a pas le point à la demeure. Si nous arrivons à ne pas être vaincus chez nous et que nous arrivons à usurper à l'extérieur, mais tant mieux. C'est un championnat, c'est pas une coupe. Maintenant, l'autre problème, c'est que, en fait, c'est vrai, il y a la pression du public, le public diourbellois. Aujourd'hui, nous les remercions, en tout cas, lançons de vives félicitations. Ils ont été nombreux au stade à nous soutenir, mais souvent, il y a la pression. Finalement, ce match de la 9e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise n'aura pas tenu toutes ses promesses. Les acteurs indexent l'état de la pelouse qui ne permet pas un football spectacle. Merci beaucoup Mohamed Jodiop. Sadio Mané pris en Europe. L'international sénégalais a marqué son 3e but hier en Europa League sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam avec son équipe le Red Bull de Salzbourg qui frappe un grand coup avec cette victoire 3-0 à l'extérieur. Abdulaziz Kane. Sadio Mané et le Red Bull Salzbourg ont fait sensation lors des 16e de finale de l'Europa League. Les Autrichiens ont corrigé l'Ajax sur sa pelouse de l'Amsterdam Arena sur le score sans appel de 3-0. Une balade à laquelle a participé activement Sadio Mané, auteur du 2e but de la rencontre. Le militaire sénégalais soigne ainsi ses statistiques puisque c'est son 18e but de la saison, toute compétition confondue. Un match au cours duquel le partenaire de Sadio Mané, l'attaquant espagnol Jonathan Soriano, s'est illustré de fort belle manière avec un doublé, mais surtout ce 3e but d'anthologie qui a littéralement ébloui l'Amsterdam Arena. Après la victoire en amical face au Bayern Munich, le Red Bull Salzbourg réalise un nouvel exploit avec cette démonstration face à l'Ajax. De son côté, Sadio Mané confirme qu'il est le lion le plus en forme en ce moment, avant le match amical du Sénégal face au Mali le 5 mars prochain. Merci beaucoup Abdulaziz Kane. Nous parlons athlétisme à présent à Ziguinchor avec la Ligue régionale qui compte sur le Kids Athletics pour développer cette discipline dans le sud du pays. Une piste d'athlétisme est vivement souhaitée. Là-dessus, je vous propose d'écouter Oumi Diédiou, présidente donc, de la Ligue régionale d'athlétisme de Ziguinchor, au micro de Cher Sadibou Diarra et Abdoundoya. Ici, il n'y a pas de piste, celle de Néma, elle est en pierre, donc c'est très difficile pour nos athlètes de s'entraîner dans de très bonnes conditions. On a 9 clubs comme ça, et on est en train, cette année on a renouvelé, on a un directeur technique régional qui a dans ses objectifs augmenté le nombre de clubs. Enseigner comment faire le kids.
Et le KISS, on n'a pas besoin de pistes. Donc je me dis, on ne sera plus en reste par rapport aux autres régions. Même si on n'a pas de pistes, on prendra le KISS avec le peu de moyens qu'on a pour vraiment être au niveau par rapport aux autres régions. On veut faire beaucoup de compétitions au niveau des départements, au niveau régional, pour pouvoir avoir de bons athlètes, de bons résultats au niveau national. Voilà, donc c'est cet élément qui met fin à la page des sports, Khalifa Diakhaté. Merci Cheikh Diane Diaye, bon week-end. À suivre Love Connect à 21h, juste après votre émission L'œil du tigre. Bonne soirée sur TFM.